Je vous propose de continuer avec une table ronde sur science et opinion. On a commencé un peu à parler de ça tout à l'heure. J'y crois pas, ou face à la science. On a même discuté un petit peu de évolution versus créationniste. Et donc là, on va aborder ces questions de science et d'opinion et de formation à l'esprit critique et à la démarche scientifique. On a déjà un petit peu parlé de ça avec notamment les Saventuriers. Alors autour de moi, dans l'ordre, Sylvain Delouvet, maître de conférence en psychologie sociale à l'université de Rennes 2, Christine Détré, professeure des universités en sociologie à l'ENS Lyon, Françoise Fontaine-Martinelli, conservateur des bibliothèques et depuis septembre 2017 service au public des bibliothèques universitaires éducation à Lyon 1, du SCD de Lyon 1, et Sylvie Pierre, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'ESP, l'endroit où on forme les professeurs en Lorraine, à l'université de Lorraine, et Joël Bianco, proviseur du lycée Montaigne à Paris. Alors, on va commencer, comme on a fait la dernière fois, par vous, cher Joël Bianco, la formation à l'esprit critique et à la démarche scientifique pour un proviseur de lycée. Oui, c'est une bonne idée, ça. Pour un proviseur de lycée, ça vous évoque quoi et comment ça se met en scène? Bonjour à tous. Donc, je prends la parole depuis le coin des proviseurs, parce que c'est là qu'on nous place, pour vous livrer quelques réflexions sur ce sujet vaste. Quand j'ai su que je participais à cette table ronde, bien sûr, avec ma formation scolaire, j'ai préparé et j'ai essayé de battre le rappel de mes souvenirs, notamment d'anciens lycéens qui étudiaient la philosophie. Bon, science, opinion, j'ai pensé à Bachelard, forcément. Donc je suis allé fouiller. Et puis c'est vrai que on voit que ce philosophe que vous connaissez sûrement a opposé très fermement la science à l'opinion. Pour lui, l'opinion, il écrivait que l'opinion pense mal et l'opinion ne pense pas. Donc elle n'a pas évidemment beaucoup de valeur. En revanche, la science, c'est le questionnement patient, l'interrogation du réel. Et donc on est sur le travail de la raison, et il écrivait aussi que pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. Bon, alors face à cette opposition, science ou opinion, je suis bien embêté parce que moi j'ai envie de dire, dans un lycée, c'est science et opinion. L'opinion, l'expression d'opinion, c'est très important pour un public lycéen. Ça fait partie, ça touche à l'adolescence, ce besoin de s'affirmer, de dire ce que l'on pense. Je vais dire, c'est très particulier, c'est très marqué chez les jeunes, qui sont nombreux dans la salle, et c'est tout à fait naturel. Et puis, dans le cercle privé, l'adolescent, vous qui êtes ici, vous êtes confronté à un tourbillon incroyable d'informations dans tous les sens, qui se caractérise par l'absence de limites. Ça n'a pas de limite, du coup il y a un risque de perte de repères. Il y a aussi une autre caractéristique, c'est la rapidité. On est dans l'univers de l'immédiat, donc là c'est difficile pour des éducateurs que nous sommes. Et puis aussi un poids très important de l'affectivité. On voit bien qu'on s'éloigne de ce que louait tout à l'heure Bachelard, que je citais. Ce qui résume un peu tout ça, enfin moi qui ne maîtrise pas trop ces techniques-là, enfin qui les utilise avec beaucoup de précaution et de prudence, le like résume assez bien tout ça, cette affectivité, cette rapidité, l'immédiateté. Et donc dans cet univers-là, multidimensionnel, sans cesse en mouvement, qui n'arrête jamais, le scientifique, le savant, il pèse moins finalement, on l'entend moins que l'expert souvent autoproclamé, et puis encore moins que le polémiste. Le polémiste qui lui, à la différence du savant, il n'est pas dans la recherche de la vérité. Lui, il est plutôt dans un rapport de force. Et c'est plutôt lui qui a une voix prépondérante. Et ça, c'est assez, évidemment, inquiétant. Je pourrais tout à l'heure, parce que je ne veux pas être trop long, vous donner des éléments d'un sondage qui avait été, une étude qui avait été publiée au début de l'année 2018, et qui montrait que, par exemple,
4 jeunes sur 10 de 18 à 24 ans, pour 4 jeunes sur 10 de 18 à 24 ans, le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. Pour 26% d'entre eux, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, etc., etc. Des choses comme ça que j'ai lues, que je n'ai pas lu comme ça rapidement sur des réseaux que j'ai lus dans la presse sérieuse, hein, donc une étude qui quand même fait assez froid dans le dos. Donc malgré tout cela, nous avons un impératif de formation citoyenne et nous devons préparer les élèves à forger leur opinion et à exprimer de manière argumentée leur opinion. Alors comment faire ? Je me dépêche, je pense que ce qui peut peut-être rassembler les deux, c'est cette notion de questionnement face à une idée, une information, une actualité. Il faut que nous soyons là pour apprendre aux élèves à questionner, à interroger, à ne jamais prendre pour argent comptant, à ne jamais se précipiter. Et c'est important, on a parlé tout à l'heure à l'autre table ronde des sources, de l'importance qu'il y avait à interroger les sources. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Dans les textes officiels, que évidemment, comme mon collègue et comme tous je lis, il est indiqué que nous devons permettre aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion, compétence essentielle pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. Donc on est vraiment sur un enjeu auquel nous ne pouvons pas échapper. Alors que faire, disais-je, nous faisons déjà beaucoup, hein, le collègue a cité pas mal d'exemples déjà. L'éducation aux médias, il en a été question, c'est quelque chose, nous avons dans notre établissement, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler tout à l'heure, une classe média, et c'est quelque chose qui est très intéressant, à quoi je crois beaucoup, mais il y a également d'autres lieux, d'abord ça doit être transversal cette approche-là, mais il y a aussi d'autres lieux, d'autres moments, d'autres situations qui permettent de travailler ces compétences et de préparer les élèves. Je pense au TPE, je pense au TP tout simplement, je pense à ce qui se fait en éducation morale et civique, je pense aussi à ce qui se développe de plus en plus, c'est la rencontre avec des chercheurs, c'est-à-dire vraiment pour que les élèves voient un chercheur et ce qu'il fait, comment il fonctionne. Ça, c'est essentiel, ça se développe et c'est très bien parce que je crois que c'est un problème que ce clivage qu'il y a eu longtemps, finalement, entre l'enseignant, le chercheur, le monde de l'enseignement en lycée, la recherche. C'est dommage parce qu'après, il ne faut pas s'étonner que finalement, le chercheur, le scientifique soit moins bien perçu. Hein. Pour terminer, quelques pistes, et puis j'y reviendrai, je fais très vite, j'y reviendrai si vous le souhaitez après. Comment réussir comment avancer dans la bonne direction, comment progresser dans à la fois cette ouverture, cette capacité qu'on donne aux élèves à s'exprimer, à exprimer des opinions, et puis l'exigence de rigueur. Je pense au risque d'abord, il y a un devoir d'exemplarité. Alors je m'explique parce que ça peut paraître surprenant, mais je crois que le collègue l'a dit tout à l'heure, il y a fait allusion, il faut qu'on montre une capacité, nous les adultes, face aux jeunes, une capacité à écouter déjà, une capacité aussi qu'on montre de la rigueur, on a cet impératif d'exemplarité vis-à-vis d'eux. Je parlerai aussi, au risque peut-être de vous surprendre aussi, de climat scolaire. Je pense qu'il faut que le climat soit favorable. Et ça, c'est nous, les chefs d'établissement, qui devons le créer. Je m'explique là aussi rapidement. Les jeunes sont aujourd'hui plus que hier confrontés à cette information, à cette masse, ce maelstrom d'informations. Il faut qu'on crée un environnement protégé, un espace protégé. Donc ça, déjà, pour parler de l'espace, il doit être protégé, je pense pas un sanctuaire, mais quand même, il faut mettre des limites et mettre des filtres, ça c'est important. Et puis, le temps, ça doit être un temps plus long, il faut qu'on prenne le temps dans les établissements, ça c'est vraiment important, qu'on essaie d'éviter, dans ce climat qu'on doit créer, qu'il y ait des tensions, des rapports de force, des manipulations. Et ça, quelle que soit leur nature, il peut y en avoir, on doit, nous, faire en sorte que personne ne se sente, qu'aucun élève ne se sente en prise, en but à des pressions, à toute forme de manipulation, parce que sinon on s'éloigne du coup des impératifs que j'énonce. L'autre point, c'est, je pense qu'il faut continuer de faire évoluer la pédagogie,
Parce qu'aujourd'hui, si on... Alors, bien sûr que, je caricature, la pédagogie a considérablement évolué, l'élève, il est aujourd'hui beaucoup plus acteur, mais on doit vraiment encore avancer dans ce domaine, sur ce champ, sur ce point, on doit vraiment avancer, parce que si on ne met pas suffisamment l'élève en situation d'acteur de ses apprentissages, si on le maintient dans une situation passive, alors il sera d'autant plus facilement victime de manipulation, puisqu'il n'aura pas pris l'habitude suffisamment à l'école de construire lui-même un savoir. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, bien sûr, les méthodes pédagogiques évoluent, les réformes vont dans ce sens, tant mieux. Mais je crois qu'il faut qu'on continue d'œuvrer dans ce sens, pour autant sans céder, c'est le 4e point, à l'exigence. Parce que ça me gêne un peu, au risque de choquer certains élèves, notamment. Là, je parle en tant qu'éducateur et en tant que parent. L'expression lycéenne, c'est important, mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix et n'importe comment. Sinon, à nouveau, on s'éloigne de l'exigence, on s'éloigne de la rigueur. Je veux dire, on n'affirme pas le seul fait qu'on ait une idée et le fait qu'on l'exprime bien, parce que ça peut être aussi un élément d'éloquence. Ça ne suffit pas à la rendre via convaincante et acceptable. Il faut de la rigueur, il faut de la méthode. Et là, c'est en cela qu'on se rapproche de la démarche scientifique. Et le dernier point, alors là, c'est plus pour après éventuellement, je trouve qu'il faut qu'on continue vraiment de se rapprocher du monde de la recherche, de la science. Et pour cela, je crois que la réforme qui va être mise en œuvre, à mon avis, devrait, si on joue le jeu à fond, nous aider encore. Pour terminer, j'ai quelque chose qui me semblerait... Parlez-vous. De la réforme du lycée qui se met en place, dans laquelle il y aura davantage, je pense, cette notion de choix, donc de prise de responsabilité, donc d'interrogation. À nouveau, on retrouve le questionnement. Je plaide, à titre personnel et à mon petit niveau, pour un rapprochement qui se ferait sous la base de la création d'un cycle qui serait commun, première, terminale, première année de l'enseignement supérieur. De même qu'on a créé un cycle... bien en amont, CM1, CM2, 6e. Je pense qu'il faudrait trouver les formes de rapprocher non seulement, les deux systèmes, non seulement par des échanges ponctuels de temps en temps, mais par vraiment un lien structurel et organisé. Je pense que vraiment, si on pouvait aller vers ça, alors on unirait nos forces de manière plus efficace. Merci. Merci. Alors, Sylvie Pierre, Joël Bianco a parlé d'apprendre à questionner. Apprendre à... Prenez votre micro. Apprendre à questionner, interroger les sources, etc. Les sources, on y reviendra dans un petit moment. Il y a quand même un point, c'est pas une question, mais c'est à garder en fond d'écran, je dirais, c'est douter, apprendre à douter dans un monde où on se méfie de tout. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc... qu'est-ce que c'est pourriez-vous nous parler un peu de cette problématique de l'esprit critique? On a parlé plusieurs fois déjà de cet esprit critique. Comment ça se fabrique et comment ça se met en place? Oui, je vais peut-être juste une remarque sur le titre de cette rencontre qui est comment apprendre à apprendre du lycée à l'université, je dirais de l'école à l'université. Voilà, je suis formatrice à l'ESP, à l'École supérieure du professorat et de l'éducation en Lorraine, et la formation commence très tôt, dès l'école maternelle, mais j'en parlerai. Peut-être pour introduire mon propos sur l'esprit critique, mais je vais être brève, je voudrais rappeler un aspect historique qui me semble fondamental, parce que l'esprit critique, ça n'est pas d'aujourd'hui. L'esprit critique, Condorcet, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, à la Révolution, déjà s'inquiète de la nécessité d'armer contre l'erreur. Et donc de se défaire des dogmes. À l'époque, les dogmes religieux. Mais il y a toujours eu dans l'histoire de notre humanité des forces en présence qui essayaient d'agir sur les consciences, les esprits. Et à cette époque, bien sûr, les dogmes étaient religieux principalement. Et dans son rapport sur l'éducation, il y a tout un paragraphe où Condorcet définit bien ce qu'est l'esprit critique. C'est être éclairé, c'est savoir distinguer le vrai du faux, et c'est de s'appuyer sur la raison et non sur le dogme ou l'opinion. Et puis, citer aussi, ça me semble être important, au XXe siècle, des
penseurs comme Edouard Bernays. Il y avait un documentaire hier sur Arte, vous pouvez le regarder en replay. Donc c'est un penseur qui a beaucoup réfléchi sur les techniques de propagande. Il a écrit un ouvrage Propaganda et lui, il s'est dit comment agir sur les consciences pour vendre, parce que au XXe siècle commence à émerger la publicité. Aujourd'hui, ça vous paraît simple, mais comment agir et faire vendre, etc. Donc progrès et publicité, et toutes les techniques de manipulation, de vente, de marketing, de relations publiques ont émergé à ce moment-là. Ça me semble être important à souligner parce qu'elles ont été aussi utilisées en temps de guerre, ces techniques, pour manipuler l'opinion publique. Aujourd'hui, plusieurs personnes l'ont dit, donc je ne vais pas faire un rappel, mais quand même, aujourd'hui, Michel Serres dit, avec Internet, toute l'information est à portée de clic. C'est effectivement sans précédent. Sans précédent, car toutes les études le montrent, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, ont accès à l'information et utilisent pendant plusieurs heures par jour, ont accès à l'information via Internet. Plus récemment, il y a des stratégies des GAFA. Par exemple, en 2015, YouTube by Kids, Google, partage vidéo pour les enfants. Fin 2017, Messenger Kids sur Facebook. Donc on a des stratégies, telles que Bernays les a définies, en direction des jeunes comme étant des cibles de futurs acheteurs, utilisateurs. Donc vous êtes des cibles potentielles. Et on vous trace et on sait quel est votre profil et on peut comme cela avoir des informations. Alors dans tout cela, suite aux attentats, on l'a dit aussi, des études ont montré qu'il y a des théories du complotisme, mais aussi que des personnes, dont beaucoup de jeunes, sont réfractaires aux valeurs, à la laïcité, à des discours de la raison. Ils mettent en doute en fait les discours scientifiques. Donc c'est quand même une question de citoyenneté et de société. Quelle société voulons-nous? Donc il y a des attaques. On va dire des attaques sans précédent, mais ça n'est pas nouveau. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, les enjeux, peut-être aussi, avant de définir l'esprit critique, il y a un philosophe, Wallace Matson, et ça me semble être intéressant de rappeler ces travaux qui montrent que les croyances les plus irrationnelles et extravagantes sont souvent celles qui sont les plus utiles aux humains et en conséquence les mieux sélectionnées. Donc on va sélectionner plutôt quelque chose qui n'est pas vrai, mais ça correspond davantage à ce que l'on veut. Par exemple, croire en la nature divine que de son roi peut donner de l'ardeur au combat, alors qu'une théorie de la chute des corps ne sera d'aucune utilité. Donc on s'éloigne davantage des théories scientifiques. Et puis d'autres travaux montrent que les émotions, ça a été dit, s'opposent à la raison. Et ça, c'est humain, on va dire que nous sommes bien plus faciles à impressionner par les émotions et les sensations parce que c'est rapide, efficace, voire robuste. Ça nous touche, c'est quelque chose, c'est rapide que le raisonnement, parce que le raisonnement, c'est lent. Ça prend du temps, ça demande des efforts, c'est subtil, il faut de la persévérance. Alors, un enjeu enfin, sur l'esprit critique, c'est que c'est crucial aujourd'hui. Je dirais que c'est devenu grave et dangereux, voire meurtrier, parce que les réseaux sociaux peuvent amener aussi des jeunes, c'est arrivé hier ou avant-hier, des jeunes de 12 ans à tuer un ami parce que les réseaux sociaux peuvent inciter aussi à la violence, à aussi des escroqueries. On peut manipuler par des mensonges et par exemple le créationnisme, on l'a cité. Alors, tout cela pour définir l'esprit critique que l'on a aujourd'hui au cœur de l'école, dans les programmes, dans le socle commun de connaissances et de compétences. Bien sûr, éduquer, former à l'esprit critique, c'est au cœur de l'acte éducatif. Ça veut dire, première définition, c'est apprendre aux élèves à décrypter le réel, ce réel qui nous entoure. Le réel, c'est tout ce que vous lisez, voyez, et à la construction progressive d'un esprit éclairé, autonome, critique. Ça, c'est une ambition de l'école. Alors, c'est peut-être un peu théorique, donc on va voir que ça se nourrit à la fois de pratiques
d'attitude et de connaissance. Et je vais prendre des exemples peut-être concrets pour le jeune public qui doit fatiguer depuis tout à l'heure. Alors, la première chose, donc dans la définition de l'esprit critique, il s'agit de savoir s'informer. S'informer, c'est prendre le temps. Et ça, je pense que cette notion de temps, de temporalité, c'est pour ça qu'il faut commencer très tôt, dès l'école maternelle, à apprendre. C'est bien tout le contraire de l'immédiateté des réseaux sociaux et d'Internet. Et c'est aussi comprendre avant de juger. Donc, c'est prendre le temps, suspendre le jugement et s'arrêter. C'est une qualité dans un temps une époque où le temps s'accélère. Deuxièmement, c'est confronter les interprétations. Et là, c'est prendre acte des débats entre les interprétations et la nécessité du pluralisme. Et vous l'avez dit, parfois, c'est important de se rapprocher des scientifiques, de la recherche. Moi, je dirais, une des compétences des enseignants, c'est de travailler en partenariat. Donc, c'est aussi s'appuyer sur des personnes ressources, parce qu'on ne peut pas tout connaître, tout savoir. Le créationnisme, quoi répondre. Donc, il ne faut pas, je crois, hésiter à aller voir d'autres sources et s'ouvrir sur le pluralisme. Et c'est aussi distinguer les faits et les interprétations. Ça, c'est très important. Un fait, c'est un fait vérifié, avéré, et une interprétation, c'est analyser la manière dont on va relier les deux. Et on peut bien sûr avoir des tensions et voir un éloignement. Donc, qu'est-ce qui explique les faits et l'interprétation des faits ? Aussi, l'esprit critique, c'est évaluer l'information. Donc, c'est chercher la source, mais je pense que vous nous en parlerez, c'est comprendre les sources. J'ai travaillé 4 ans à la télévision, à la 5e chaîne, responsable de programme. Et je me suis rendu compte que souvent aussi, les journalistes, ils doivent aller vite. Il faut produire une émission tous les jours. Je m'occupais des programmes santé. Tous les jours, il fallait faire une émission. Donc, les journalistes, comment font-ils ? Ils cherchent les communiqués de presse, ils vont voir le spécialiste. Vous voyez, des fois, on va un peu vite. Et comment trouve-t-il la source ? Peut-être que les relations publiques d'un groupe pharmaceutique a essayé de les approcher, puis finalement, ils vont, entre guillemets, tomber dans le panneau parce que on les a manipulés eux-mêmes aussi. Donc, il faut savoir comment une connaissance est construite, comment elle est là et d'où elle vient. C'est-à-dire que là, on va prendre le point de vue lorsqu'il y a un fait. Quels sont les faits scientifiques ? Est-ce qu'il y a des points de vue d'experts ? Quelle est la place du citoyen ? Et voir en quoi des normes, par exemple, s'instaurent et d'où elles viennent, ces normes. Est-ce qu'il y a des lobbies qui Alors tout ça, c'est compliqué. Et ça mobilise des critères de distinction entre science, croyance, opinion et croyances religieuses aussi, et des savoirs scientifiquement validés. Et enfin, on évalue les interprétations. Là aussi, c'est basé sur la démarche scientifique, les hypothèses, les opinions liées aux croyances. Alors, cela, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est complexe. Pour un enseignant, c'est difficile. Ça nécessite des attitudes, et à la fois pour l'enseignant et pour le jeune. Alors, la première attitude, c'est la curiosité. On en a parlé, mais ça me semble être fondamental. Il faut que jeune, très jeune, vous ayez envie d'avoir cette curiosité, pas prendre pour argent comptant ce que l'on va lire sur un site. C'est être curieux, développer son ouverture d'esprit. Donc, c'est avoir refusé une approche simpliste du savoir. Et c'est aussi aux enseignants à vous ouvrir l'esprit. La modestie, c'est avoir conscience de la complexité. Edgar Morin a beaucoup écrit sur la complexité, donc du réel. Et puis, c'est accepter de se tromper. Tout le monde n'a pas... c'est dans un monde complexe, on peut se tromper. Gaston Bachelard, vous l'avez cité, a beaucoup écrit sur le statut de l'erreur. L'erreur, elle fait partie de la science. La science, elle a aussi tâtonné. On avance par erreur et expérimentation. Une des attitudes aussi de l'esprit critique, c'est l'autonomie. Alors, autonome, ça prend du temps aussi. Ça prend des années pour être autonome. On ne va pas être autonome en une année. Donc, c'est apprendre à penser par soi-même,
à se méfier des préjugés, des opinions, des idées reçues. Et nous sommes en permanence dans un bain d'idées reçues, de fausses représentations. Être lucide, aussi, c'est savoir ce que l'on sait avec certitude, ce que l'on suppose et ce que l'on ignore. Donc avoir une attitude réflexive, savoir qu'on ne sait pas tout, même lorsque l'on est enseignant. Moi, je répète souvent à mes étudiants, je ne sais pas tout. Loin de là. Et plus je vieillis, moins j'en sais. Et puis l'écoute, c'est s'intéresser aussi à ce que pensent et savent les autres. Et tout à l'heure, quelqu'un a beaucoup parlé du débat, donc bien sûr, c'est savoir débattre. Alors cela nécessite, et je vais aller vite, bien sûr, c'est une approche pluridisciplinaire. Moi, je suis très attachée. Ça n'est pas un enseignant, ce sont tous les enseignants dans toutes les classes, dans toutes les disciplines, et de l'école maternelle jusqu'à l'université. Ça ne se fait pas par une personne, donc c'est au quotidien, je dirais, et par des pédagogies actives où, bien sûr, on va initier le débat. Donc, dans la formation des enseignants, mais peut-être que j'y reviendrai, je vais faire très vite, c'est faire acquérir un esprit critique aux futurs enseignants, eux-mêmes, et ça demande aussi de la formation. Alors l'ESP, c'est 2 années, c'est peut-être, ça va être réformé, les SP, mais effectivement, je mettrai l'accent sur cet aspect-là, et savoir se défaire des certitudes, car beaucoup d'étudiants arrivent, ont bien sûr des opinions sur des choses, des certitudes, des préjugés, et il faut déconstruire cela pour qu'ils puissent acquérir cet esprit critique. Il faut aussi accompagner le deuil de l'ancien paradigme éducatif. Je fais cours, j'ai des élèves passifs qui écrivent et puis terminé. Je vais faire autrement parce que les élèves, ils sont informés par ailleurs. Effectivement, tout est perméable. Donc, on va plutôt s'appuyer sur ce qu'ils ont pu voir, lire et arriver à construire son cours à partir de cette masse d'informations. Donc, dotés d'outils qui permettent aux élèves à apprendre, à s'autoréguler, formés à l'épistémologie, tout à l'heure on en a parlé, c'est très important pour devenir sensible à sa pensée, à son langage et être dans une pensée complexe. Bien sûr, s'appuyer sur les éducations A. Moi, je suis enseignante dans les questions vives, donc c'est éducation aux médias, à la santé, à la citoyenneté, au développement durable, car ce sont des champs de savoir qui ne font pas partie de curriculum clairement établi. Il n'y a pas de professeur d'éducation A, mais ça s'inscrit dans les parcours citoyens, parcours santé, parcours agriculture, introduit par la loi de 2013, et c'est important parce que ça s'inscrit sur une temporalité. Et enfin, je finirai, mais j'utilise beaucoup de pédagogie active qui permettent justement d'aborder ces questions et développer l'esprit critique. Donc, par exemple, la bague de Régnier, les photolangages, Philippe 6x6, et qui sont des outils qui peuvent être utilisés à l'école, au lycée, mais aussi à l'université, et qui me semblent très importantes comme étant des outils d'animation pédagogique pour faire émerger l'esprit critique et apprendre à apprendre. Alors, Françoise Fontaine-Martinelli, vous avez entendu parler déjà 2 fois de sources. Vous êtes un peu notre spécialiste source là sur cette table ronde. Comment ça s'apprend comment on apprend à questionner des sources et quel est votre rôle à vous là-dedans brièvement? D'accord. Donc moi déjà dire que je suis très heureuse d'intervenir devant vous. Donc je suis en fait conservatrice des bibliothèques, mais auparavant j'ai été professeure documentaliste pendant de nombreuses années. Donc l'idée de travailler de l'école à l'université sur cette question me touche beaucoup. Et aujourd'hui dans les bibliothèques universitaires, effectivement, on a vraiment des missions de formation. De plus en plus, auparavant, vraiment les bibliothèques, on mettait à disposition des ressources, des livres, des documents imprimés, mais aujourd'hui on travaille vraiment beaucoup sur la manière dont on va accéder à ces ressources. Dire aussi qu'on est très sensible à ces questions effectivement d'esprit critique, de validité de l'information. Et effectivement, une des manières que l'on peut avoir pour essayer de distinguer ce qui est de l'ordre de la science de ce qui est de l'ordre de l'opinion, c'est effectivement d'essayer d'examiner justement les sources à notre disposition, source d'information. Alors, qu'est-ce qu'une source ? Bien sûr, ça renvoie effectivement
à la provenance, à l'origine de l'information. On va interroger pour cela différentes choses sur lesquelles je reviendrai, mais l'auteur, l'éditeur, le média, effectivement, c'est-à-dire toutes les personnes et les organismes qui vont participer à la fabrication de cette source, et puis connaître la source vraiment de manière très approfondie, c'est-à-dire l'analyser. Ça va permettre vraiment d'identifier le type d'information produit et puis d'estimer sa validité. Vraiment, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a à la fois la question des sources, mais moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, en observant justement les étudiants. Alors, je travaille donc aujourd'hui, je suis responsable des services au public des BU éducation, qui effectivement sont des BU justement de SP. Donc il y a 3 sites, Lyon, Bourg et Saint-Étienne. Et c'est non seulement effectivement l'identification de la source qui est intéressante à observer quand on travaille avec les étudiants, mais c'est la question qu'ils doivent se poser, c'est comment elle est arrivée jusqu'à moi. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr aujourd'hui beaucoup de manières d'accéder aux sources d'information. Est-ce que c'est parce que j'ai fait, comme beaucoup d'entre nous, une recherche sur Internet? Alors évidemment, ça peut être à partir d'un moteur de recherche généraliste, ou à partir d'un moteur de recherche académique, à partir d'un moteur de recherche qui va conserver toutes mes données personnelles, ou au contraire à partir d'un moteur de recherche un peu plus respectueux de ma vie privée, peut-être parce que on a parcouru les rayons d'une bibliothèque, ou cherché dans un catalogue, dans une base de données. Ça peut être aussi parce que la source d'information nous arrive par la médiation d'un enseignant qui va donner une bibliographie, donc il y a déjà une sorte de validation effectivement de ces sources. Ou ça peut être aussi, beaucoup aujourd'hui, parce qu'on a trouvé, relayé une info qui nous est parvenue par un réseau social, Snapchat, Facebook, etc. Et parfois, en fait, on s'aperçoit que finalement, on ne sait plus comment l'information est arrivée, avant même de pouvoir s'intéresser à ce que c'est que cette source. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, vraiment les difficultés auxquelles on est confronté, et je dis nous, parce qu'on est vraiment tous dans le même bateau ivre. Je veux dire, aujourd'hui, les bibliothécaires, les documentalistes, on se pose énormément de questions, les journalistes, les enseignants, par rapport justement à cet emballement de fabriques d'informations de plus en plus complexes, opaques, les intentions masquées, qu'on n'arrive pas toujours à décrypter. Enfin, moi, je le dis très, très volontairement et très modestement, même quand on essaye de se penser spécialiste et de s'intéresser aux questions, c'est parfois très difficile de décrypter l'information. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on pouvait dire autrefois, on pouvait dire, essayez de voir la forme, par exemple, sur un site internet. Peut-être que le site internet a des fautes d'orthographe. Peut-être que la mise en page n'est pas très belle. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on a, par exemple, en sciences, des revues prédatrices qui prennent des noms magnifiques, qui font vraiment penser, qui donnent l'illusion que ce sont des revues scientifiques tout à fait valables. Donc, c'est très compliqué. Il y a cette surabondance de l'information. Je dirais aussi cette capacité du numérique à, je ne sais pas comment le dire, mais c'est parce que je vois l'écran, c'est comme si je voyais un écran devant moi, à lisser l'information. C'est-à-dire que quand on regarde un écran, on ne sait plus trop identifier si on a affaire à un billet de blog, à un article de journal, si c'est une revue, si c'est un article de revue scientifique, si c'est effectivement une base de données. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, quand on fait une recherche, là aussi informatisée, le critère de notoriété, le critère de popularité l'emporte souvent sur le critère de pertinence, et qu'on ne le sait pas toujours, ça se mélange. Cette facilité aussi aujourd'hui à manipuler l'information, certaines personnes, vraiment, leur but, c'est ça, c'est de manipuler. Et puis cet accès, donc, pour terminer, abondant à l'information dont on ne sait plus du tout, là encore, d'où elle vient. Et puis je dirais aussi une dernière forme peut-être d'information et de source. Ce sont tous ces contenus hétérogènes qu'on voit peu à peu apparaître. Alors vous parliez tout à l'heure de la 5. Les docufictions par exemple, ça raconte une histoire et en même temps ils poursuivent un but d'information. On voit sur Versailles des magnifiques comédiens en tenue d'apparat, etc. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est une interprétation de l'histoire? Enfin voilà, tout ça c'est très compliqué parce qu'on n'a pas toujours, je dirais, les clés pour comprendre ça. Alors moi je dirais comment faire quand même. Vous l'avez dit, c'est se questionner. Et donc pour nous, bibliothécaires, documentalistes, enseignants,
apprendre à se questionner et apprendre justement aux étudiants, puisque je travaille dans le supérieur, à se questionner. Et je dirais que là, les deux démarches, documentaire et scientifique, se rejoignent absolument. On travaille beaucoup, moi je travaille beaucoup à l'ESP avec les enseignants et on a vraiment des points de convergence sur certaines des thématiques. Alors, comment on va mener l'enquête? Comment on va examiner ces sources? Alors, je salue ici les travaux d'Alexandre Serre, qui est maître de conférence à Rennes et qui est responsable de l'URFIS de Rennes, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de validité de l'information, d'examen des sources. Donc, certains des critères, ça va être effectivement la fiabilité de la source, qui est l'éditeur, qu'est-ce qu'il s'agit d'une revue scientifique à comité de lecture, d'un blog personnel. Donc, on va essayer d'identifier tout ça. Et on regarde très simplement, mention légale, contact, est-ce qu'on peut vraiment identifier l'auteur, celui qui a écrit, pas l'éditeur qui héberge, mais celui vraiment qui a écrit, son statut, sa notoriété, sa connaissance du sujet. Vous voyez, il y a toutes sortes de grilles, je ne vais pas toutes les détailler. Il y a la question de la crédibilité de la source. Alors Alexandre Serre, il y a une définition, c'est la crédibilité, c'est le caractère, la qualité qui rend quelque chose susceptible d'être cru ou digne de confiance. Et Alexandre Serre précise que cette crédibilité, c'est aussi une qualité qui est perçue, qui est parfois plus proche d'un sentiment que d'une qualité factuelle, en fait. Ça repose sur la confiance et donc c'est toujours à construire. Voilà. Alors, pour, je dirais, terminer peut-être sur mon intervention, ce que je voudrais dire, c'est que ces compétences, finalement, pour examiner les sources, les filtrer, les examiner, puisqu'on est à l'école, à l'université, on forme, ces compétences sont vraiment des compétences qui ne s'acquièrent pas à un instant T, une fois pour toutes. Ça se construit sur le long terme, vous l'avez dit, avec, je dirais, des degrés d'appropriation différents. Ça se construit également en équipe et en collaboration, donc avec les professionnels des bibliothèques et de la documentation, avec les enseignants. Et puis ça ne va pas sans difficulté parce que je dirais que la confiance que l'on accorde à une source, vous l'avez dit, elle se construit intellectuellement, mais elle se fonde aussi sur un certain nombre finalement de croyances, de choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel. Et je terminerai aussi pour dire que peut-être bien sûr, tout le monde travaille beaucoup, les professeurs documentalistes dans le second degré, mais on n'a pas toujours assez ce temps long, justement, à consacrer. Et puis, une dernière chose peut-être, c'est une vraie question que je me pose, moi, en tant que professionnel des bibliothèques, c'est parfois quelles sont les connaissances dont disposent les étudiants et les élèves, et donc ça renvoie effectivement aux connaissances scientifiques pour juger de la validité d'une source. Et c'est là que justement la complémentarité des approches est vraiment intéressante. Voilà, je vous remercie. Les questions que vous abordez, il y a aussi en filigrane la question des formats. On n'en a pas parlé, mais de plus en plus sur le net, digital, on a des formats courts qui ne sont plus référencés. C'est-à-dire 5 choses que vous devez savoir sur, une vidéo, quelquefois des vidéos combinées de bonne qualité, mais qui ne citent absolument pas leurs sources. Donc il y a un autre aspect là aussi, qui est au-delà des textes et des sites sur lesquels on peut aller chercher des sources, il y a de plus en plus de formats nouveaux, sur lequel on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, puisque je parlais de ces idées de vulgarisation, Christine Détré, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision un peu de sociologue sur cette question ? Oui, alors plutôt peut-être justement de chercheuse et puis d'enseignante de l'université qui va souvent dans des lycées pour parler de mon thème de recherche, donc qui est sur le genre. Et effectivement, peut-être que la question de la vulgarisation, elle est extrêmement importante et intéressante. Et puis elle est complexe. Alors notamment sur le sujet du genre, où moi je vois alors je voulais dire d'emblée que c'est peut-être pas quand je vais dans des lycées ou dans des collèges que c'est le plus compliqué. Et c'est souvent quand c'est plutôt des conférences grand public avec des adultes en fait.
Alors pourquoi? Parce que le genre, et en sociologie, on a souvent ce problème-là quand on veut aller parler de ce qu'on fait. On se heurte en fait à l'opinion commune ou à l'expérience individuelle qui est que tout le monde a priori a été plus ou moins un garçon, plus ou moins une fille, plus ou moins un homme, plus ou moins une femme. Tout le monde a l'impression que c'est naturel en fait. Et moi je pense que si je fais de la sociologie, c'est justement parce que cette expression l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence, dès qu'on me dit ça, je me dis attention, alerte, feu rouge. Voilà, l'évidence du naturel, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Et c'est vrai que sur cette question du genre, il y a vraiment ça à aller interroger, qui est il y a des expériences qui sont faites, des protocoles sociologiques, scientifiques qui sont appliqués, et c'est parfois difficile de montrer que toutes ces expériences-là ont plus de valeur entre guillemets que l'expérience personnelle qu'on a pu avoir, soit comme garçon-fille ou souvent. Et c'est là où je disais que parfois c'est plus compliqué avec des adultes qui vont me dire donc on fait je fais mon truc pendant 1 heure, il y a des questions, puis ils me disent oui c'est bien beau, mais moi il se trouve que j'ai eu un garçon, j'ai eu une fille, et j'ai bien vu que ma fille naturellement elle est allée vers des poupées, et c'est là en fait où ça devient compliqué à aller dire pourquoi par exemple vous allez dire quand vous regardez à l'extérieur et vous dites j'ai l'impression que le soleil tourne autour de la Terre, mais la physique me dit que c'est pas vrai, et donc là je vais accepter ce que va me dire la science. En sociologie, c'est toujours un petit peu plus compliqué à faire comprendre qu'on a aussi des procédures scientifiques. Un autre élément aussi que je vois, alors là encore dans mon expérience de vulgarisatrice de mes recherches, c'est souvent aussi, et là encore une fois c'est vraiment dans mon expérience, je peux pas opposer les adolescents et les adultes parce que c'est des choses qui sont tellement transversales. Ça va être de dire oui, mais il y a telle enquête paru par telle université du Massachusetts. Alors j'ai rien contre les universités du Massachusetts, c'est c'est un exemple que je donne comme ça. Et donc cette expérience de l'université du Massachusetts, du labo machin truc, ou paru dans telle revue, effectivement avec un nom bien anglais, bien ronflant, etc., montre que. Et là, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de dire alors effectivement, nous on est sociologues. Moi, j'ai jamais fait de génétique. J'ai fait de la biologie jusqu'à la terminale. On est dans des systèmes universitaires. Vous allez le voir. Je sais pas si vous êtes en seconde, en première, etc. Mais dès le début, très vite, on vous demande de vous spécialiser. Et on pourrait être sur l'idéal de l'honnête homme ou l'honnête femme qu'on avait auparavant, où on faisait un peu toutes les disciplines. Aujourd'hui, très vite, ça sera plus possible. Moi, je suis sociologue, donc effectivement, j'ai pas les expertises en génétique, etc. Et souvent, nous, ce qu'on peut apporter, c'est de dire cette fameuse expérience du Massachusetts ou de tel autre, du Minnesota ou de telle autre université. Est-ce que je peux regarder son échantillon? Est-ce que je peux regarder si elle est faite à partir de 15 cas ou est-ce qu'elle est faite à partir de 500, 5000, etc. Comment ils ont été choisis, ces gens qui ont été étudiés, interrogés, expérimenté. Est-ce que j'ai été gratouiller la salive, et si je dis ça, c'est parce que c'est des enquêtes qui existent, Est-ce que j'ai été gratouiller la salive de 3 hommes pour dire il y a plus de testostérone que les 2 femmes où j'ai été, ou est-ce que ces enquêtes-là, il faut que ça soit sur 1000 personnes, 2000 personnes, etc. Regardez aussi, ça a été dit, le vocabulaire. Et vous allez voir, alors si ça vous intéresse ces questions-là, il y a une chercheuse qui s'appelle Odile Fillot, qui fait un blog qui s'appelle Allodoxia. Et c'est un blog qui est génial parce qu'elle montre comment une enquête et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle toutes les enquêtes, bien évidemment, mais une enquête qui souvent est très prudente dans les conclusions qu'elle donne. Certes, on a pu remarquer que telle proportion d'hommes font ci par rapport à telle proportion de femmes, et elle montre comment l'enquête, à force d'être relayée, ça arrive jusqu'au journal télévisé. Là aussi, c'est un exemple qu'elle cite dans ces exemples qu'elle donne, et c'est les hommes font plus ceci ou cela que les femmes. Elle donne un autre exemple, c'était une enquête qui avait beaucoup, que souvent quand on travaille sur le genre, qu'on nous donne comme contradiction, qui est une enquête qui aurait été faite sur des singes, et puis on a donné à des singes et à des guenons des objets, et puis les singes seraient allés vers les camions, et les guenons seraient allés vers les poupées. Donc,
qu'est-ce que ça démontre? Eh ben, que biologiquement, patati patata, vous voyez très vite où on veut en venir. Et ce que montre Odile Fillot, c'est que ce qu'on dit pas souvent dans la façon dont on restitue ces enquêtes-là, c'est que la plupart des guenons, elles ont pris des poupées pour les balancer et les exploser par terre. Donc, vous voyez, du coup, bon, l'aspect maternel de la guenon, on peut se dire, par rapport à la poupée, il y a un problème. Donc, vous voyez, faire attention. Ce que montre bien tous ces systèmes d'alerte-là, c'est se dire, c'est pas parce que c'est marqué scientifiquement prouvé, c'est pas parce que c'est marqué fait dans le laboratoire ou publié dans telle ou telle revue que, effectivement, c'est une garantie. Enfin, c'est comme en français, quand on vous dit le paratexte, vous avez un livre, il y a la maison d'édition qui donne un signal, il y a la couverture, etc. Et tout ça, effectivement, ça induit notre jugement. Donc, de faire attention à tous ces paratextes, les mots qui sont employés, les échantillons, enfin voilà, et tout le procédé scientifique lui-même. Et puis, aussi, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit, effectivement, le temps long. Alors, je le disais, moi, souvent, je vais dans des classes, j'y vais, je reste 1 heure. Et puis après, je m'en vais. Et on voit bien que si effectivement, c'est pas quelque chose qui est pris vraiment dans un travail commun, si c'est pas préparé par des enseignantes et enseignants, et quand je dis ça, on connaît bien toute la charge aussi, enfin bien évidemment, qui repose sur les enseignantes et les enseignants. Donc c'est pas du tout des critiques, mais voilà, on voit bien qu'il faut du temps long pour déconstruire. Et là aussi, la déconstruction. Bon, moi c'est quand je travaille en sociologie sur le genre, c'est évident, mais on pourrait dire c'est l'esprit critique, c'est de la déconstruction. Et la déconstruction, après il y a reconstruction et puis il y a élaboration, d'hypothèses, etc. Mais si on n'a pas ce temps long pour travailler ensemble, donc je disais avec des biologistes, pourquoi ça serait que le prof de sciences économiques et sociales qui parlerait d'égalité homme-femme? Pourquoi c'est pas? Alors quand je dis ça, bien évidemment, il y a aussi les profs de littérature qui en font, des profs d'histoire, etc. Mais on voit bien l'intérêt des. Enfin, je pense que tout à l'heure à la table ronde, il y avait quelqu'un qui parlait des projets d'établissement. Et effectivement, on se dit c'est primordial en fait, qu'il y ait vraiment des choses qui soient portées par plusieurs personnes et par le temps. Et puis aussi, la vulgarisation. Il faut voir aussi ce que ça veut dire. Alors là, c'est des choses qui vous concernent moins comme élève, mais si si vous allez faire des carrières universitaires, etc. Quand vous êtes universitaire, allez dans une classe et parler à des élèves, même si moi je trouve que c'est primordial et que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, c'est absolument pas reconnu. Ça va être beaucoup plus reconnu pour progresser dans votre carrière de faire un article publié dans une revue anglaise ou américaine que personne ne va lire, même vos collègues ils vont pas les lire parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, et ça sera plus reconnu de faire ça que d'aller parler en fait de vos recherches. Donc après, il y a vraiment un truc aussi faut repenser un petit peu tout ça aussi, la valorisation, la reconnaissance du travail qui est fait et puis de l'importance. Pourquoi on ferait de la science? Pourquoi on ferait de la sociologie? Pourquoi on ferait de l'astrophysique, etc., etc. Si c'est pour parler bien sûr qu'il faut parler à nos pairs et dans nos laboratoires, mais voilà, la coupure, il faut vraiment la penser faire une porosité beaucoup plus forte. Puis le dernier élément, et après je me tais, c'était aussi, là aussi je voudrais insister, l'importance de remettre dans le temps long. Parce que là, on a beaucoup parlé les réseaux sociaux, le danger, etc., etc. Moi, à chaque fois, je replace ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la lecture, la sociologie de la lecture. Et il faut se souvenir que les historiens de la lecture montrent que quand on a commencé à avoir des livres, quand on a commencé à avoir le livre de poche, il y avait des grandes frayeurs sur ces pauvres enfants et ces pauvres femmes, puis aussi ces pauvres classes populaires, qui allaient se mettre à lire sans qu'on leur dise ce qu'il fallait lire. Donc là aussi, vous voyez, ces alarmes-là sur les réseaux sociaux, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien évidemment, avoir un sens critique, etc. Mais c'est à chaque fois qu'on est sur une mutation de modèle culturel, en fait. Et on s'en est sorti avec la lecture, je pense qu'on s'en sortira aussi avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un espoir. Oui. Mais quand on est sociologue, on est très optimiste, bien, sinon on arrête tout de suite. Alors, Sylvain Delouvet, là on va rentrer... Je vous ai gardé pour la fin parce que on rentre dans le dur. Là, j'ai été à plusieurs colloques dans lesquels chaque fois qu'on parle d'opinion, de croyances et de science et de fake news, etc. Il y a toujours un moment, quelqu'un comme vous, de psychologie sociale, tout ça, qui dit de toute façon, ça sert à rien ce que vous essayez de faire, de changer, parce que une fois que quelqu'un est persuadé que la Terre est plate,
ou que persuadé qu'on n'a jamais marché sur la Lune, on ne pourra jamais lui faire changer d'opinion. Et donc c'est ce fameuse idée de biais cognitif aussi qui fait un peu le désespoir, par exemple, de quelqu'un comme moi qui essaye de partager du savoir sur un site internet. Oui, merci, vous avez parfaitement résumé mon intervention. Bon, d'accord. Je vais quand même aller un petit peu plus loin. Oui, après sociologie, on va faire de la psychologie. Donc je suis chercheur en psychologie expérimentale, c'est-à-dire que je m'intéresse au processus cognitif, donc au processus de pensée. Comment nous raisonnons, comment nous traitons l'information, pourquoi et comment nous avons recours à des stéréotypes, par exemple, ou à des formes de pensée raccourcies. Et plus précisément, je m'intéresse à la psychologie sociale, c'est-à-dire au rôle de la présence réelle ou imaginaire des autres. Pourquoi, ça c'est un exemple que vous connaissez bien, pourquoi nous agissons de manière différente quand nous sommes seuls ou comme nous sommes avec d'autres personnes, que ce soit nos amis, nos collègues, nos pairs. Et donc, s'intéresser au traitement de l'information, ou plutôt s'intéresser à la désinformation en psychologie sociale, ça peut prendre deux angles. Le premier, c'est effectivement de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler les contraintes cognitives à la compréhension de la science ou à la compréhension de l'information. C'est ce qu'on appelle donc les fameux biais cognitifs. Je vais y revenir dans un instant. Mais je ne voudrais pas qu'on réduise cette interrogation sur la désinformation uniquement à ces biais cognitifs. Parce qu'il y a également à prendre en compte le rôle des croyances. Ce n'est pas simplement un défaut d'éducation, un défaut d'esprit critique ou de simples biais cognitifs qui nous tomberaient dessus par je ne sais quelle entité extérieure. Parfois, les croyances elles-mêmes vont nous entraîner à avoir un jugement différent, à avoir une lecture biaisée de la réalité. Et pour terminer cette petite parenthèse, ça explique pourquoi je suis très réticent. Oui, très réticent, on va le dire comme ça, à employer les notions de pensée irrationnelle ou de croyance irrationnelle. Pour moi, les pensées ou les croyances irrationnelles sont très peu nombreuses dans notre société. Elles sont l'œuvre généralement de personnes qui sont atteintes de troubles psychopathologiques. La plupart de ce que nous appelons, de ce que certains appellent des croyances irrationnelles, en réalité, ce sont des croyances ou des pensées qui ont leur propre rationalité. Alors ce n'est pas celle de Descartes qu'on évoquait tout à l'heure, ce n'est pas celle de la méthode cartésienne, c'est souvent une logique qui est une logique sociale. Et on s'aperçoit que la diffusion des rumeurs ne se fait pas au hasard, que les complots, on va en reparler, ne se transmettent pas non plus au hasard. S'ils étaient irrationnels, ce serait du hasard. Or là, souvent, ça suit des logiques sociales, des logiques d'appartenance à des groupes sociaux qui permettent de comprendre pourquoi et comment ils se diffusent. Alors, permettez-moi 3 courtes illustrations pour reprendre ces deux grands points. Ma première illustration, elle portera sur un biais cognitif. On m'a demandé de venir là pour ça, donc voilà le biais cognitif. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas vous faire un catalogue à la Prévert des différents biais cognitifs, mais l'un des plus... peut-être pas l'un des plus connus, en tout cas l'un de ceux dont je suis certain que tout le monde dans cette salle, y compris moi, y succombons parfois, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Dit aussi le biais de confirmation d'hypothèse. C'est un biais qui consiste à sélectionner ou à aller chercher de l'information uniquement dans le sens de ce que nous voulons démontrer. Alors bien entendu, c'est à l'opposé de la démarche scientifique. Tout bon scientifique, tout bon rationaliste se devrait d'étudier tout. Mais dans la vie de tous les jours, bien souvent, nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes des citoyens, nous sommes des individus, et quand nous avons une question, quand nous nous posons une question, quand nous voulons savoir quoi penser du, je ne sais pas, prenons des objets peu polémiques, le glyphosate, les vaccins, l'intervention des gardes mobiles sur le campus de mon université, enfin bref, on pourrait évoquer beaucoup d'objets peu polémiques du même ordre. Eh bien, dans ces cas-là, souvent, nous n'agissons pas en tant que scientifiques, mais nous agissons en allant sélectionner les informations qui vont venir confirmer notre propre croyance. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui avec ces fameux réseaux sociaux numériques dont nous avons parlé et avec les moteurs de recherche que vous allez utiliser. Quand vous utilisez, alors
Google, mais normalement chez les 18-24 ans, le premier moteur de recherche n'est pas Google, mais c'est YouTube. Quand vous utilisez YouTube, les fameux algorithmes dont on parle si souvent vont avoir tendance eux-mêmes à vous proposer des réponses allant dans le sens de ce que vous cherchez. Et regardez le biais auquel on est vite confronté. Si vous vous interrogez sur le fait, je ne sais pas, est-ce que l'homme a marché sur la Lune ? Alors si déjà vous posez cette question-là dans votre moteur de recherche préféré, les premières réponses que vous allez avoir sont des réponses qui vont vous dire non, il n'a pas marché sur la Lune. Et en cliquant sur un site ou sur une vidéo dans YouTube, ce qui va vous être proposé ensuite, ce sont d'autres vidéos ou d'autres sites qui vont dans le même sens. Il va y avoir ce qu'on appelle un effet tunnel, c'est-à-dire un effet d'enfermement. Plus vous allez chercher, parfois en étant totalement de bonne foi, plus vous allez chercher, plus vous allez vous enfermer dans des réponses identiques qui vont dans le même sens. Donc méfiez-vous toujours lorsque vous faites une recherche à ne pas justement vous enfermer dans votre croyance première. Ma deuxième illustration, j'essaye d'aller un petit peu vite, c'est cette relation entre la pensée scientifique et ce que nous appelons en psychologie sociale la pensée de sens commun, la pensée de la vie de tous les jours. Je disais tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas, je ne suis pas, nous ne sommes pas des scientifiques. Quand vous êtes à table, oui, je prends un exemple qui doit tous nous travailler là en ce moment, en tout cas qui moi me travaille. Lorsque vous êtes à table et que vous êtes en train de manger, si vous avez besoin de sel, vous allez justement demander à quelqu'un de vous donner un peu de sel. Un peu de sel, il n'y a rien de plus polysémique. Un peu, ça veut dire quoi ? Tout est relatif. Et puis du sel. Mais bon Dieu, mais vous n'êtes pas chimiste, du sel, du chlorure de sodium, NaCl. Peux-tu, s'il te plaît, me donner 3,4 grammes de chlorure de sodium ? Ça, c'est un scientifique qui parlerait, avec la précision des concepts. On l'a évoqué dans la table ronde précédente, le langage scientifique est un langage particulier pour justement éviter la polysémie. Et dans nos disciplines, en sciences humaines, en sciences sociales, sciences de l'information et de la communication, sociologie, psychologie, on est confronté bien souvent au même problème qui est que nous utilisons des concepts issus de mots de la vie de tous les jours. J'ai entendu préjuger à un moment tout à l'heure, ma définition de préjugé en psychologie sociale, elle est très particulière. Elle est souvent à l'encontre de ce que le sens commun utilise. Et donc dans ce lien entre pensée scientifique et pensée de sens commun, on voit qu'il y a une difficulté de discussion. La pensée scientifique se base sur ce qu'on a dû vous apprendre en SVT ou en physique, ce qu'on appelle la logique hypothético-déductive. Je pose une hypothèse, j'opérationnalise mes variables et je confronte cette hypothèse à des données empiriques, à la réalité extérieure. La logique sociale, la logique de sens commun, de la pensée sociale, elle, se base sur ce qu'on appelle le primat de la conclusion. Ça signifie qu'on part de notre conclusion et qu'on réinterprète tous les faits à l'aune de cette conclusion. Cette conférence aujourd'hui est un succès. La preuve, regardez le nombre de personnes qui se trouvent au premier rang, regardez, je peux prendre plein d'exemples. Mais si maintenant je dis exactement l'inverse, cette journée est un total échec. La preuve, regardez les rangs clairsemés dans cet amphithéâtre. Je vais sélectionner les éléments qui vont corroborer ma propre croyance. C'est tout l'inverse, on l'a évoqué, de l'esprit critique ou de la démarche du scientifique, qui n'est pas là pour exclure les données qui n'iraient pas dans son sens. Même si nous avons malheureusement quelques cas récents de scientifiques qui peuvent se laisser guider par leur idéologie dans ce cas-là. Et puis le dernier exemple, il m'est venu tout à l'heure à vrai dire, puisque je l'ai entendu à plusieurs reprises, il porte sur l'évolutionnisme. J'ai un cours à l'université à Rennes qui porte sur les relations entre science et sens commun. Et tous les ans, en travaux dirigés, je pose la même question à mes étudiants. Pouvez-vous me dire qui est celui qui a proposé en biologie la théorie de l'évolution ? Et là, généralement, mes étudiants qui sont en 3e année me répondent tous quel est le grand chercheur de l'évolutionnisme ? Darwin. C'est magnifique. Vous voyez, vous pouvez même venir en 3e année avec mes étudiants. Mais là où évidemment je vais un petit peu plus loin, c'est qu'une fois que j'ai eu un quasi-consensus sur Darwin, je leur demande de m'expliquer
Pourquoi, selon Darwin, les girafes, aujourd'hui, ont un long cou? Et là, ça devient très intéressant. Parce que ce que j'ai comme réponse, ce n'est pas une réponse dite darwinienne, c'est au mieux un mélange Lamarck Darwin, au pire, une explication parfaitement lamarckienne. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que la théorie darwinienne est contre-intuitive. Elle repose en grande partie sur la notion de hasard, notion que nous, quand je dis nous, c'est êtres humains, êtres sociaux, nous ne supportons pas. Nous n'aimons pas faire référence au hasard. Nous avons besoin soit d'aller chercher un dieu, une religion, soit d'aller chercher un complot, ou encore une question de personnalité. Mais se dire que ce qui nous entoure est dû au hasard, ce qui parfois est vraiment le cas, est difficilement concevable. Et par conséquent, nous allons rejeter en partie la théorie darwinienne pour cette raison-là. Alors ça me permet de conclure, je suis un petit peu long, désolé, ça me permet de conclure sur cette notion de complot qu'on a évoquée à plusieurs reprises. Je suis le coordinateur scientifique d'un projet de recherche financé par l'ANR sur la lutte contre la propagation des théories du complot. L'objectif, c'est donc d'essayer de mettre en place, d'abord d'évaluer les dispositifs existants et deuxièmement de mettre en place des nouvelles méthodes fondées sur les preuves. Le public qui est visé, c'est vous, c'est vous, lycéennes et lycéens essentiellement. Et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on est complotiste, c'est-à-dire quand on adhère à des théories du complot, on se drape souvent dans une espèce d'esprit critique. D'ailleurs, dans la table ronde précédente, quelqu'un a dit, voilà, être complotiste, ce serait la première étape. C'est la première étape si on considère que les complotistes ne sont pas des moutons, ont un regard critique. Sauf que, si vous avez bien écouté la définition qui était donnée tout à l'heure, un complotiste n'a jamais d'esprit critique. Parce qu'il est critique sur tout, sauf sur une chose, l'existence du complot. Or, le vrai esprit critique consiste à justement exercer cet esprit, même sur ses propres présupposés. Et donc, on parlait d'éducation aux médias, d'éducation à l'information. Je vais être moins pessimiste que vous avez annoncé tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a effectivement aucun moyen de modifier les croyances des individus. Ça se saurait, ou alors il faut aller voir Orange Mécanique. Par contre, me semble-t-il, il faut utiliser justement l'esprit critique. Il faut utiliser et développer encore plus cet esprit critique pour être capable de remettre en cause ses propres croyances, ses premières croyances. Et si vous avez des questions, j'ai à peu près 58 autres biais cognitifs que je peux bien entendu évoquer. En attendant les 58 autres biais cognitifs, après ce tour de table, j'aimerais bien voir le retour de Joël Bianco sur vos quatre points là, exemplarité, climat scolaire. Comment on intègre tous ces éléments dans la vie d'un lycée? Parce que là, on a parlé de la recherche, là, on a parlé de travaux très différents. Comment est-ce que vous attendez que la réforme de l'ESP change tout ou comment ça se passe? Ça, il fallait pas que je m'assouplisse. Sacrée question. Non, en fait, mon collègue a utilisé un peu la formule tout à l'heure. On est opportuniste, c'est-à-dire qu'on va en fait saisir les occasions qui se présentent pour faire en sorte de confronter les élèves à ces réalités-là, de les mettre en situation, qu'ils soient acteurs, je le redis. Je parlais tout à l'heure de l'éducation aux médias, de la classe média que nous avons, qui est par exemple, voilà, une possibilité pour les élèves de... C'est quoi la classe média? En fait, c'est c'est une division, une classe, 35 élèves qui sont sous la direction d'un professeur d'histoire-géographie et d'une professeure documentaliste. Et ils vont prendre un thème d'étude pour l'année et ils vont travailler ce thème en faisant vraiment un travail d'interrogation des sources alors il va aussi inviter régulièrement des journalistes, par exemple des chercheurs, et ils vont faire ce travail là de mise en pratique des principes qu'on leur enseigne, et puis ils vont vraiment être eux-mêmes en situation de production de textes de documentation. D'accord. Sous quelle forme? Des textes écrits? Il y a un texte écrit, puis ils ont un blog toute l'année que vous pouvez d'ailleurs voir assez facilement.
Très bien. On passe aux questions de la salle. Là, on a eu beaucoup d'éléments, là. C'était bien, mais il y a forcément des questions. Ouais. Il y a une... Alors ? Oh là là. C'est le déjeuner qui s'annonce, c'est ça ? Oui, il y a une question là-bas. Excusez-moi, c'est un peu loin, mais c'est la personne qui est dans le, oui, dans la lumière. Ah, il y a deux personnes, donc. Oui. D'abord, oui, excusez-moi. Oui, bonjour. Oui. Moi, je suis Pierre-Yves Clos, je travaille à l'Université Paris-Descartes, où je suis rédacteur en chef d'un magazine sur les fake news, dont le prochain numéro va être consacré aux fake news, donc ça, d'où ma venue ici. Non, deux remarques. Nous, à Paris-Descartes, on est une université qui est spécialement, majoritairement tournée vers les sciences pour la santé, et c'est vrai que dans les fake news, les fake science, il y a énormément de choses qui concernent la santé. On va prendre un exemple très simple, les vaccins, l'homéopathie, c'est des débats qui agitent la société, qui sont extrêmement présents à l'heure actuelle. Et on a beaucoup de mal en fait à diffuser du savoir pour une raison simple, c'est qu'on se rend compte que la formation scientifique est quelque chose qui n'est pas assez développé. C'est-à-dire que effectivement dans la connaissance, dans le bagage minimum dont on va dire certains, les élèves doivent disposer pour devenir des citoyens capables de réfléchir et de comprendre les enjeux de la société actuelle, la formation scientifique est assez insuffisante et laisse place en fait à une espèce de pensée magique qui dans la médecine, alors là, trouve tout son champ, parce que c'est l'ouverture à tout ce qui est lié à, effectivement, médecine parallèle, et que sais-je, et qui peut avoir des répercussions très dangereuses, parce que notamment, par exemple, sur les vaccins, mais il suffit que dès que la couverture vaccinale baisse un peu, comme sur la rougeole, ça laisse place à des épidémies, et voilà. Donc, comment peut-être, au niveau de la question, ce serait comment mieux former les élèves et très jeunes, non pas simplement à la démarche scientifique, même si c'est très important, mais leur inculquer un peu plus de connaissances et de bases leur permettant d'avoir les moyens eux-mêmes de construire un raisonnement. Et ma deuxième question par rapport à la psychologie sociale, j'allais introduire peut-être le terme d'intégrité scientifique. C'est quelque chose qui me semble aussi assez important, dans le sens où, bien sûr qu'il y a des biais cognitifs, il y a des biais à tous les niveaux, mais le biais de la conviction est un biais un peu particulier, je pense, puisque c'est vrai que sans conviction, il n'y a pas vraiment de science non plus. Et on voit bien quand on discute avec des chercheurs, moi je ne suis pas, je suis exactement tout ce que je viens de décrire avant, c'est-à-dire que j'ai une formation de philosophie, je suis pas un scientifique, je suis pas physicien ou biologiste à la base, mais quand on discute avec des chercheurs, des gens de la science biomédicale, notamment à Paris-Descartes, on voit bien que tous vous disent, si je ne suis pas convaincu un minimum par ma recherche, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Au bout d'un moment, je vais être moins impliqué et je vais aller vers moins de résultats peut-être. Donc, je pense que la frontière entre le moment où on maquille des résultats, là, ça devient effectivement de la malhonnêteté et on diffuse de la fausse information sciemment, mais le moment où peut-être on les met un peu en avant différemment, on publie en appuyant un peu plus sur certaines choses que d'autres, finalement cette frontière-là, elle est très très restreinte. Et comment est-ce qu'il y a des moyens d'agir là-dessus, ou est-ce que on en reste finalement à ce problème qui ne peut être validé que par peut-être la multiplication des reviewers, des pairs et de la consultation. Voilà, je vous remercie. Alors la première question, c'est plus de science, c'est-à-dire l'équilibre entre démarche scientifique, apprendre la démarche scientifique, c'est une question qui est posée là, et puis qui est plus de science dans les programmes, c'est ça ? Je parle aux proviseurs ou aux uns ou aux autres. Oui. Là, en l'occurrence, là, je peux être pessimiste. Je vais jouer le rôle là qui était attendu, parce que pendant longtemps, on a cru effectivement que le progrès de la raison allait permettre de lutter contre toute forme de croyance, que les idéologies allaient être battues en brèche, que les religions diverses et variées allaient reculer face à cette augmentation de l'éducation, de la raison, de la science.
force est de constater qu'au XXIe siècle, soit j'ai raté un épisode, mais il me semble qu'on est au contraire confronté à une résurgence des croyances. Parce que je serais en léger désaccord avec ce que vous avez évoqué. Je ne pense pas personnellement qu'il s'agisse d'un problème de connaissance uniquement scientifique, quand finalement nous allons réinterpréter ces connaissances à l'aune de nos propres croyances. C'est pour ça que personnellement je milite, et comme d'autres, beaucoup plus sur la démarche scientifique que le contenu de la science. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les cours de SVT et de physique sont très très importants. Il n'empêche que la démarche scientifique permettra de faire un lien avec votre deuxième question, la deuxième partie, sur l'intégrité. Évidemment que la conviction est importante, à partir du moment où le scientifique est capable de reconnaître que sa conviction première était fausse, est capable, sur base d'une méthodologie, sur la base des preuves, de pouvoir changer d'opinion, de pouvoir changer d'avis. Une seule étude, on évoquait tout à l'heure une étude du Massachusetts, c'est vrai qu'on est confronté souvent avec le grand public avec l'étude qui a montré que. Personnellement, je dirais en science, on ne parle jamais de l'étude, on parle du consensus scientifique. Quand je présente un résultat, moi, c'est parce que derrière, je sais qu'il y a des études. Si j'en ai qu'une, je n'en parlerai pas. Bon, si c'est la mienne, j'évoquerai peut-être un processus avant-gardiste, mais non, bien entendu, on ne va parler d'études que lorsqu'il y a consensus. C'est ça qui est important, c'est pour ça que je militerai moi beaucoup plus sur la démarche scientifique. Oui, Sylvie Pierre. Oui, peut-être, oui, pour rebondir, effectivement, on assiste aujourd'hui à l'émergence de stratégies de la part d'acteurs, alors idéologie, religion, qui, on aurait pu le penser, n'existait quasiment plus. Alors je prends l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse et des discours médiatisés fortement via les réseaux sociaux. On compare par exemple les médecins tueurs à gages en parlant de l'IVG, ou Arte a diffusé 2 documentaires sur des lobbies religieux, idéologiques, politiques qui visent à remettre en question l'interruption volontaire de grossesse en Europe. Alors, ça, c'est un constat et c'est important, me semble-t-il, de former à l'école à la laïcité, parce que la laïcité, c'est un principe justement qui permet de penser librement et qui permet de tout critiquer et qui permet de se défaire de toute emprise. Donc c'est fondamental de créer ce cadre-là et de pouvoir former à analyser les discours. Quand on vous dit tueur à gage, le médecin IVG, ça veut dire quoi? Qui le dit? D'où cela vient-il? Quel est ce discours? Et ça, c'est très important de repérer, de faire de l'analyse du discours dans l'espace public, parce que vous avez donné des exemples en santé. Moi, je suis coordonnatrice du réseau des universités en éducation à la santé, UNIRES. Et nous travaillons beaucoup sur ces approches santé qui, effectivement, sont comme d'autres champs, mais enfin, particulièrement la santé, traversée par des conflits de valeurs, des idéologies qui sont très fortes. Par exemple, la contraception, il y a des groupes de pression qui sont contre la contraception, qui veulent remettre en question des droits acquis et qui, par là même, questionnent le statut de la femme aussi, la liberté de la femme, la liberté de penser. Donc, c'est important de les repérer, de pouvoir décrypter cela, de pouvoir... Alors, peut-être aussi, je ne l'ai pas dit, mais quelque chose qui me semble être important, c'est la posture de l'enseignant ou enseignante. Ça nécessite d'être à l'écoute, ça nécessite d'être bienveillant aussi, bienveillante avec les élèves, de pouvoir accompagner. Et la notion de parcours éducatif de santé, c'est dès l'école maternelle, ou parcours citoyen, les valeurs, etc. C'est vraiment tout au long de la scolarité, et très tôt apprendre justement à
penser, à décrypter cela, à entendre, parce que ces discours traversent la société, ils sont dans l'espace public. Donc il y a quand même des enjeux très forts, hein, des idéologies, comme vous le dites, des idéologies qui reviennent et qui là il y a un risque pour notre démocratie. Moi je suis optimiste parce que je pense que à tout moment la télévision, je fais une thèse sur la télévision, l'histoire de la télévision. Donc à tout moment on se dit la télévision ça va vraiment la perversion des esprits, c'est fini. Non, finalement. Donc il faut toujours voir les choses. Ce sont des outils. Nous avons un accès à beaucoup d'informations et tant mieux, ça participe de la démocratie, mais attention. Et il faut être d'autant plus vigilant que les dangers existent. Et d'autant, donc c'est pourquoi je dirais qu'il faut former à cet esprit critique, à prendre le temps de la réflexion pour les jeunes générations, parce que ce sont les jeunes générations que nous avons à l'école, mais aussi pour les moins jeunes. J'ai une question là. Oui, merci. Merci à tous pour vos interventions très riches. Donc je me présente, je suis doctorant à Montpellier, au LIRDEF, laboratoire sciences de l'éducation. Je travaille sur justement le développement de l'esprit critique. Donc dans ce labo, on travaille sur un projet qui s'appelle le projet AREN, argumentation et numérique, et nous c'est la focale qu'on a choisie pour développer l'esprit critique, de passer par l'argumentation. Donc si j'en parle, c'est parce qu'il me semble que c'est justement un élément qui était assez absent de l'analyse que vous avez tous fait. Donc par exemple, vous parliez de laïcité tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est important justement? Quelles sont les raisons qui donnent du poids à la notion de laïcité? Tout à l'heure, vous parliez aussi d'analyser les sources. Certaines sources sont plus crédibles que d'autres, on doit leur donner plus de poids plutôt que d'autres. Pourquoi? Quels sont les critères, quelles sont les justifications? Donc nous, en fait, on travaille plutôt sur cet aspect-là. Et par exemple, tout à l'heure, la personne qui a pris le micro juste avant moi, parlait des fake news. Vous avez parlé de l'IVG. Et si j'ai bien compris sa question, c'était, donc voilà, il y a la démarche scientifique, mais il n'y a pas que la science. Et comment est-ce qu'on peut faire pour former les élèves à construire un raisonnement? Donc il me semble aussi que c'était un peu un positionnement, disons, qui a orienté la problématisation au niveau de vos interventions, c'est que vous n'avez traité que sur la dimension scientifique. Or, par exemple, sur l'IVG, malheureusement, il y a d'autres sphères, d'autres domaines. Il y a du politique, il y a du social, il y a du moral. Et à chaque discipline, ou à chaque, disons, objet, il va y avoir une épistémologie, un objet différent. Et à chacune de ces épistémologies, il va y avoir des manières différentes de construire. Je pense que c'est vous aussi qui avez utilisé ce mot-là, construire des connaissances. Et ça me semble très important comme terme. Dernier élément, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'épistémologie personnelle des élèves. Donc, c'est-à-dire, voilà, on connaît Bachelard, on connaît Popper, là on parle d'épistémologie, mais ce qui va être plutôt l'épistémologie personnelle ou l'épistémie, c'est ce que nous, individuellement, on développe comme théorie sur les connaissances. Et là, par exemple, vous parliez de, je ne sais plus qui c'était, de déconstruire des certitudes. Mais le problème, c'est que déconstruire des certitudes, pourquoi d'autres? Parce que si, par exemple, vous avez un élève qui considère que les connaissances sont soit vraies, soit fausses, qui n'a pas d'entre-deux, qui n'a pas cette dimension de constructivisme, tout simplement, l'élève a troqué une certitude pour une autre qui ne sera pas plus questionnée. Merci pour ces questions. Alors, on a bien conscience que là, on ouvrirait un autre débat. Bon, c'est tout à fait intéressant, mais moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. En fait, quand je disais déconstruction, c'est apprendre le processus aussi de déconstruction. Donc c'est pas de dire, enfin justement, c'est de donner des éléments. Et pour moi, c'est aussi comme ça que je conçois la vulgarisation que je fais aussi bien dans les conférences que dans les livres que je peux écrire de vulgarisation. C'est pas de dire vous avez tort et moi je vous amène la bonne parole, c'est de dire voilà des éléments.
après, voilà, vous vous en emparez, vous réfléchissez et puis vous faites votre élaboration, votre, je vais pas dire théorie parce que ce qu'on disait tout à l'heure, les mots sont porteurs à chaque fois de tout un bagage qui leur est associé. Mais la déconstruction, comme enseignante et chercheuse, moi je l'entends comme un processus à partager en fait, et pas du tout comme une imposition. De ce que moi effectivement tout à l'heure ce qui a été dit, je trouvais ça extrêmement intéressant aussi de dire forcément qu'on est plus enfin on est plus motivé pour travailler sur des sujets, on a encore cette liberté dans la recherche de choisir les sujets sur lesquels on travaille en fait. Donc bien évidemment je vais aller choisir des sujets qui m'intéressent, enfin voilà, mais c'est pas pour ça que moi ce que je veux transmettre c'est la passion à travailler sur ces sujets-là, mais pas du tout la réponse que moi je peux donner. Donc voilà, c'est plutôt transmettre une envie de réfléchir, une envie de travailler. Voilà. Dans l'intervention que vous faisiez, il y avait cette idée d'argumentation. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de rhétorique, on n'a pas du tout parlé de fabrication de l'argumentation, comme si c'était évident, peut-être. Je ne sais pas, si vous voulez... Oui, effectivement, non. Si. L'Institut français d'éducation, l'IFE, à Lyon, a publié des fascicules, des travaux de recherche. Et un dossier récent porte sur l'argumentation. Donc c'est effectivement très important d'apprendre aux élèves à argumenter, et ce, dès le plus jeune âge. Tout à l'heure, j'ai évoqué les techniques pédagogiques pour justement permettre le débat. Si je prends la bague de Régnier, qui est une technique qui permet, l'enseignant propose des affirmations et chaque élève se positionne. Oui, oui, mais, non, non, mais, je ne sais pas, peut-être. Donc il prend une position. Et ensuite, le débat s'instaure. Cela permet la confrontation des idées, du savoir, mais aussi à l'enseignant d'appréhender la représentation que les élèves peuvent avoir du monde. Ça, c'est aussi important. Les élèves ne viennent pas de nulle part. Donc, ils ont une représentation du monde. Et apprendre, alors ça se fait dans des disciplines, le français, mais d'autres disciplines, je pense que c'est au cœur de toutes les disciplines. Bien sûr, apprendre à argumenter, c'est d'ailleurs dans les textes, et dans le socle commun, on n'en a pas beaucoup parlé aussi, hein, dans le nouveau socle commun de connaissances de compétences de 2016, il y a bien sûr savoir argumenter. Donc c'est au cœur de l'expression orale et de l'expression d'une option, mais il faut aussi savoir argumenter, mais savoir écouter les autres, et par le conflit de valeurs. Et donc il y a des questions qui sont source de controverses. Il y a pas mal de questions qui font controverse. Donc c'est vraiment important d'accompagner les élèves dans cette réflexion. Je le répète, avec bienveillance, avec écoute, et peut-être qu'il y ait ce climat de confiance dans la classe pour que les élèves s'expriment et qu'ils aient confiance aussi à un enseignant formé, d'où l'importance de la formation à l'esprit critique. Très bien. Je crois qu'on va... Oui, du dernier point. Attendez, excusez-moi. Juste peut-être dire une dernière chose par rapport aux sources. L'idée n'est pas non plus de dire il y a des bonnes sources et des mauvaises sources. Mais l'idée aussi, parce que vous parliez tout à l'heure de la crédibilité, il ne s'agit pas de dire il y a des sources crédibles puis d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est aussi d'être vraiment capable de les identifier, ces sources. Je vous donne un exemple. On a des étudiants en master MEF qui viennent faire des recherches sur des mémoires, et on avait un étudiant qui travaillait sur la relation entre les enseignants titulaires et les enseignants remplaçants. Et pour son travail, bien sûr, il peut avoir effectivement accès à, j'allais dire, de la documentation scientifique, mais l'idée d'un blog d'un enseignant remplaçant avec des forums d'échange sur finalement ce qui se passe dans les classes, comment ça se passe, etc. Ce travail-là pouvait tout à fait être utilisé dans son mémoire, non pas dans la partie conceptuelle, mais effectivement dans une partie beaucoup plus pratique. Et c'est ça qui est essentiel, c'est quand on a différentes sources, on doit pouvoir les identifier et du coup argumenter pour dire, voilà, dans cette partie-là, j'ai utilisé telle source, et dans cette partie-là, j'ai aussi utilisé telle source, parce que ces informations et ces témoignages n'étaient que là et pas ailleurs, pas dans de la communication institutionnelle, par exemple, sur ce que doit être le rôle d'un enseignant remplaçant. Voilà.
Oui, merci pour cette précision. Il me reste à remercier nos intervenants et c'était très, très riche. Merci à tous.